Au cours de ce chapitre, nous allons nous intéresser à la réaction d'hydrogénation catalytique des alcènes et des alcynes, c'est-à-dire des composés comportant soit une double liaison carbone-carbone, soit une triple liaison carbone-carbone. Cette réaction est une réaction historique. Elle a été découverte à la fin du 19e siècle, dans les années 1870, par le chimiste français Paul Sabatier, qui accessoirement est le créateur de l'NCA7, l'école de chimie de Toulouse. Cela lui a valu le prix Nobel en 1912, prix Nobel qu'il reçoit avec Victor Grignard, dont vous connaissez le nom puisqu'il est l'inventeur des organomagnésiens. Cette réaction d'hydrogénation trouve de très nombreuses applications dans le monde de la pétrochimie certainement, mais aussi dans des applications qui font plus partie de notre quotidien, puisque c'est grâce à cette hydrogénation que l'on est capable de transformer des huiles végétales en margarine et qu'on peut aussi transformer le diazote de l'air en ammoniac NH3, et c'est cette transformation qui sert de base à la fabrication de nombreux engrais. Alors l'hydrogénation, c'est quoi? C'est tout simplement une réaction d'addition entre la molécule de dihydrogène, gazeuse bien évidemment, et un alcène. Vous retrouvez dans le produit formé les deux H qui viennent de la molécule de dihydrogène, donc je retiens déjà que l'hydrogénation d'un alcène va donner naissance à un alcane. C'est bien une réaction d'addition, il y avait deux réactifs, il ne reste qu'un seul produit à l'arrivée. C'est aussi ce que j'appellerais une réaction de saturation. Cette réaction est donc une réaction d'addition. Et je répète, nous allons obtenir des alcanes. Ce que l'on sait de cette réaction, c'est qu'elle est thermodynamiquement très favorable. Son rendement est au moins de 90%. Je vais donc retenir qu'elle est quasi totale dans des conditions normale de température et de pression. Il n'y a pas nécessairement besoin de chauffer ou d'augmenter la pression en dihydrogène pour que cette réaction se fasse facilement. D'ailleurs, élever la température n'est pas toujours une bonne idée parce qu'on pourrait démontrer que cette réaction est une réaction qui est renversable. C'est-à-dire que si on élève la température, la réaction va se faire en sens inverse, dans ce qu'on appelle le sens de la déshydrogénation, ce qui ferait apparaître une double liaison carbone-carbone sur un composé. C'est d'ailleurs comme ça qu'on obtient un composé qui est le styrène, c'est-à-dire le vinylbenzène. Et je vous rappelle que ce vinylbenzène, il sert notamment dans le monde de la synthèse des polymères avec la fabrication du polystyrène à partir donc du vinylbenzène qui est cette petite molécule-là. Qu'est-ce que je dois donc retenir? Je dois retenir que la réaction est donc une réaction thermodynamiquement favorable, mais qui possède un énorme problème, c'est que, en fait, elle ne se fait pratiquement pas. C'est-à-dire que ce n'est pas la thermodynamique qui empêche la réaction de se faire, c'est donc nécessairement un problème de vitesse de réaction. On dit dans ces cas-là qu'il y a un blocage cinétique. C'est une réaction dont on attend un rendement très élevé, mais qui, se faisant à une vitesse quasiment nulle, en fait, n'a pas lieu. Pour comprendre l'origine de ce blocage cinétique, il faut revenir à la modification des liaisons chimiques qui sont engagées au cours de la réaction d'hydrogénation catalytique. Regardons la différence entre les squelettes des réactifs et celui du produit alcane que l'on doit fabriquer. Il est facile de se rendre compte que pour que la réaction se fasse, il va falloir commencer par casser la liaison qui lie les deux hydrogènes dans la molécule H2, puis fabriquer les deux liaisons CH, et dans le même temps, casser la double liaison, en l'occurrence uniquement la partie liaison pi de la double liaison de l'alcène. Ces liaisons-là ont des énergies différentes. Le vrai problème vient du dihydrogène. Cette molécule gazeuse est extrêmement stable. Son énergie de liaison, je vous rappelle que c'est l'énergie qu'il faut fournir pour rompre l'interaction entre les atomes, dépasse 400 kJ par mol. C'est beaucoup. Cette molécule est donc particulièrement stable et entraîner la rupture demande effectivement une énergie d'activation extrêmement grande qui est responsable de la très faible vitesse de la transformation et donc du blocage cinétique. Je peux donc retenir que le blocage cinétique est dû à la très grande stabilité de la molécule H2.
Alors si cette réaction est utilisée si facilement dans l'industrie, c'est que les chimistes ont trouvé le moyen de contourner la difficulté de cette vitesse trop basse. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut augmenter la vitesse d'une réaction? Eh bien, on se dote bien évidemment d'un catalyseur bien adapté. Et c'est le travail de Sabatier et de ses équipes d'avoir réussi à mettre au point les fameux catalyseurs qui ont rendu cette hydrogénation catalytique possible. Que devez-vous savoir sur les catalyseurs impliqués dans ces réactions d'hydrogénation? Historiquement, les premiers catalyseurs employés étaient solides. De l'hydrogène étant un gaz, je repère déjà qu'il n'appartient pas à la même phase physique que les réactifs. C'est pour ça que je vais parler d'abord des catalyseurs dits hétérogènes. Cela présente à la fois des avantages et des inconvénients. Premier avantage, c'est que je vous rappelle qu'un catalyseur n'est pas consommé au cours de la réaction. Il est présent dans le milieu, mais il est régénéré à la fin de la transformation. Et donc le fait qu'il n'appartienne pas à la même phase physique que le produit fabriqué est un avantage au moment de la purification. Inversement, le problème, c'est que le catalyseur et les réactifs peuvent aussi ne pas appartenir à la même phase physique. Et cela va poser un problème au moment de la nécessaire rencontre entre le catalyseur et les réactifs. Nous allons revenir sur ce point expérimental qui est d'une importance cruciale. La première chose que vous devez retenir, c'est que les catalyseurs hétérogènes utilisés pour une hydrogénation catalytique ont tous le point commun de contenir un métal de transition. Rappelez-vous ce que sont les métaux de transition. On va trouver dans cette famille-là le platine, le palladium, le nickel ou le rhodium, qui sont couramment utilisés pour fabriquer des catalyseurs d'hydrogénation catalytique. Leur point commun, c'est que tous ces éléments métalliques sont ceux qui appartiennent bien entendu au bloc D, et que tous les éléments du bloc D ont pour caractéristique d'avoir une sous-couche D en cours de remplissage, c'est-à-dire qu'ils vont présenter des orbitales atomiques de type D, voire F pour certains, qui vont être vacantes. Et ce sont ces lacunes-là qui joueront un rôle important dans le processus de catalyse. La deuxième remarque que je ferai tient compte du fait que j'utilise un catalyseur solide qui n'appartient pas à la même phase physique que les réactifs, notamment que le dihydrogène qui est gazeux. Pour que la réaction se fasse, il faut bien évidemment que les transformations aient lieu à la surface du catalyseur. C'est le point de rencontre. Si je veux que le rendement soit suffisant, il est donc évident que je dois me mettre dans une situation expérimentale où cette surface de rencontre est grande. On dit que le catalyseur doit présenter une surface active très grande. Comment fait-on pour avoir un solide qui a une grande surface? Eh bien, c'est pas très compliqué. On le coupe en petits morceaux. On dit de lui qu'il doit être très divisé. Alors attention, quand je parle de petits morceaux, je vais aller très loin dans cette idée-là. C'est pas juste un gros caillou que je verse au fond de mon réacteur. Je décompose mon catalyseur solide en une poudre extrêmement fine, la plus fine possible, pour que la surface dite active, réelle, soit la plus grande possible. Nous avons déjà abordé ce problème expérimental. Rappelez-vous l'histoire du platine platiné qui recouvre les surfaces des électrodes de conductimétrie. Et pour que votre culture soit complète, je vous engage à retenir que les métaux usuellement utilisés dans les catalyseurs hétérogènes sont principalement du nickel, notamment une variété expérimentale historique qui s'appelle le nickel de Raney, ou du platine, ou du palladium. Ces trois métaux-là sont caractéristiques, c'est ce que j'appelle les fameuses bouées de sauvetage dans un énoncé. Quand on les voit écrits sur une flèche et qu'en plus il y a H2 à côté, ça veut dire qu'on est en train de vous parler d'une hydrogénation catalytique. Ce nickel de Raney est un très bon exemple de ce qu'est un métal extrêmement finement divisé, puisque la séparation et la surface est quasiment celle des atomes de nickel. À la base, on fabrique un alliage aluminium-nickel, à peu près un atome de nickel à côté d'un atome d'aluminium à l'échelle microscopique. Et puis on fait une réaction chimique qui consiste à laver avec une solution d'ion HO- concentré, une solution de soude concentrée, l'alliage obtenu. L'aluminium va réagir.
il va se transformer et va finir sous forme d'ions AlOH 4 fois moins, ce qu'on appelle des ions complexes. L'avantage de ces ions, c'est qu'ils sont entraînés, ils sont lavés par la solution aqueuse que l'on utilise. On appelle cela une lixiviation, le passage d'un élément métallique sous une forme soluble. Mais si vous enlevez les ions aluminium, que reste-t-il? Il reste les ions nickel qui n'ont pas été attaqués par les ions H- et qui vont être entourés de trous, de vides, laissés par les atomes d'aluminium qui, eux, sont partis. Et donc, on obtient ce qu'on appelle une éponge de nickel avec une surface active qui est à l'échelle atomique quasiment, donc extrêmement grande.